Je remercie Rachel Noué de m'avoir invité à participer. On m'entend? Je remercie Rachel Noué de m'avoir invité à participer à ce colloque. Je tiens aussi à exprimer, comme toujours, ma gratitude envers Dimitris Pandermalis de me permettre d'étudier ce matériel magnifique. You are speaking from paradise. Je mesure ma chance. Ma gratitude va aussi aux photographes Socratis Mavromatis, Ioannis Koulelis, Irini Miari. Les mauvaises photos que vous verrez sont de moi. Enfin, je remercie Irini Kara et Bernard Holzmann de leur constant soutien. Veni me panda evkalos anthropos. L'idée de cette communication m'est venue en lisant un... Pardon, comment je fais? Faut que L'idée de cette communication m'est venue en lisant un article de Bernard Holzmann au sujet de la sphinge de Thasos, qu'il est convenu d'appeler maintenant la sphinge Vix Holzmann. Il écrit au sujet des sphinges de l'Acropole, 3 sphinges de l'Acropole, qu'il est impossible de mettre en rapport avec aucun des monuments votifs étudiés par Robczek. En réfléchissant davantage, je me suis dit que le problème se posait aussi pour les victoires, pour les niqués. Ça tombe bien. Ici, on est en présence d'un problème, comme pour l'acropole archaïque, pour les petits bâtiments, une architecture flottante. Là, on a des créatures flottantes, ça va bien parce qu'elles ont des ailes. Bref, avant de commencer, on a 5 ou 6 sphinges au musée de l'acropole et 6 à 7 niqués. Je vous les présente dans l'ordre plus ou moins présenté par Schurart. Acre 630, sphinge de face. Acre 632, c'est le type funéraire, le corps de profil, mais la tête tournée vers le spectateur. Acre 37-23, c'est une tranche de pas de feta, mais une tranche de sphinge, à laquelle j'ai récemment retrouvé un morceau de jambe, de patte, pardon, ici. Raccord de l'an dernier. On a encore une sphinge composée de 2 fragments. Malheureusement, la base du cou est brisée, ce qui fait qu'on ne peut pas savoir la rotation, le mouvement de la tête. Un arrière-train, sans doute de sphinge. Schurart se posait la question de savoir si ces 2 morceaux, une sphinge et l'arrière-train, ne formaient pas une paire. Moi, je me demande, si on ne pourrait pas raccorder ça. Mais le problème, c'est que la sphinge est soclée, donc on ne peut pas essayer. C'est pas commode. Et puis une sphinge miniature, vous voyez ici, 11 cm de hauteur. Tout ça est publié dans le volume de 1939, Ama. En général, il y a 3 possibilités pour les sphinges. En acrotère de temple, en couronnement de stèles funéraires, dans les sanctuaires, généralement au sommet de colonnes votives. A priori, puisqu'on est sur l'acropole, on peut se dire que les stèles funéraires sont à exclure. La solution des acrotères. Généralement, c'est en terre cuite, sauf à la fin de la période archaïque. Quelques exemples. Acrotère sphinge de Calydon, sanctuaire d'Artémis. Ici, notez par avance le mode de fixation des acrotères. Elles s'encastrent dans des plinthes. Pardon, elles s'encastrent dans une base, et généralement, la plinthe n'est pas travaillée. Égine. J'aimerais signaler aussi, donc pour compliquer le problème, on a aussi des fragments de sphinges en terre cuite sur l'acropole d'Athènes. Ça fait beaucoup de monde. Ici, publié par Aliki Moustaka en 2018. Donc, on commence par les sphinges de profil à tête de face. Comme apparemment, ça ne fait pas partie de monuments funéraires, on peut penser plutôt à des acrotères. Ici, Schurart a pensé que ces 2 pouvaient former une paire. La hauteur est quasiment la même. Vous voyez que le dessin même de l'aile est assez proche.
On a l'impression que le sculpteur a repris ce modèle, mais c'est d'un peu moins bonne qualité là. Première attribution. Acre 632. Selon Corrès, ce serait un acrotère d'angle du bâtiment H. Je préfère bâtiment H parce que je ne suis pas persuadé de l'existence de l'hécatompédon, donc architecture H, qui aurait connu au milieu du VIe siècle un rafraîchissement, une modernisation. Pour mémoire, ça c'est le premier état, 570-560, avec la Gorgone. Et au milieu du VIe siècle, on aurait changé les acrotères d'angle et l'acrotère médian. Donc, Schurart rapproche ces deux fragments, et je crois qu'il a raison. Vous voyez à quel point le dessin est quasiment le même. Hein. Et on retrouve les mêmes indentations dans l'aile qu'ici. L'autre type, acre 630, c'est une sphinge de face. Dans les sanctuaires, on trouve sur des colonnes votives. Les deux exemples les mieux connus et les bien conservés, c'est celui de Delphes et de Cyrène. Je n'étais malheureusement pas Cyrène, photo trouvée sur Internet. Sur l'acropole d'Athènes, on pourrait s'attendre à trouver des colonnes votives dans ce secteur-là, qui est le plus sacré, c'est là que sont rassemblés les martyria. Donc éventuellement, une colonne votive marquant un héros pourrait convenir. La grande colonne restituée par Manolis Corès porte un chapiteau qui est énorme, 1 mètre sur 1,40 m. Il n'y a pas de place pour une statue en haut. En cherchant un petit peu, du coup j'ai pensé à Rachel, qui voulait absolument que je trouve des bases. Je suis tombé sur ces deux fragments. En fait, c'est le même, pardon. C'est un fragment de pattes de félin sur plinthe. Vous remarquerez que la plinthe, ça c'est une face, ça c'est l'autre face. La plinthe est décorée d'un méandre. L'autre face, le méandre est, l'épiderme a sauté. Donc c'est apparemment une plinthe qui ne s'encastrait pas, mais qui se posait à plat. On ne travaille pas de cette manière le plinthe si c'est pour l'encastrer. Différentes vues. Rachel, ça c'est pour toi. Donc vous voyez, ici on a une mortaise. Je n'arrive pas à voir si elle traverse de part en part la plinthe. Il faudrait que je regarde de plus près, en tout cas ici. Et vous la voyez également là. Vous pouvez voir également le travail du lit de pose, un bandeau d'anatyrose et un piquetage. Donc je me répète, c'est quelque chose qui était posé à plat, qui n'entre pas dans un encastrement. Autre fragment du même type, même motif, un méandre peint. Et là, pareil, on voit le travail du lit de pose, bandeau d'anatyrose, cernant un champ piqueté. Et là, on a une ouverture qui traverse de part en part la plinthe. Alors, je n'arrive pas à me décider, j'attends votre opinion. Est-ce que ça fait partie d'une même plinthe? Vous voyez, c'est assez proche, mais l'orientation des outils est un peu différente. Et ce qui pose problème, c'est la présence de deux mortaises, une ici et une là. Les mauvaises photos, c'est ça c'est de ma faute. Je les ai rapprochés, ça pourrait correspondre. Alors on obtient, il y a une inclination, si ça fait bien partie de la même plinthe, il y a une inclination de la bordure. Et vous voyez donc ça fait beaucoup de mortaises, surtout que si ça appartient à la même plinthe, là on est très proche de la fin de la plinthe. Bon, soit c'est une plainte, soit deux différentes. Il ne s'agit pas d'un acrotère. Ici, c'est pardon. Les acrotères de temple s'encastrent dans des bases creusées aux angles. Ici, vous avez l'exemple du délion d'Artémis à Paros. Ici, pardon, nous sommes à Munich, la sphinge du temple d'Aphéa. La photo est un peu floue, mais ici, pareil, la plinthe n'est pas travaillée. C'est vraiment prévu pour un encastrement.
Éventuellement, j'ai essayé de mettre les photos à échelle. Ça pourrait correspondre, d'autant plus qu'ici, vous voyez, on a un arrachement qui se relève, qui pourrait correspondre au bas de la jambe. On trouve ce type de plainte ne s'encastrant pas, mais posée sur un chapiteau, au céramique. Vous voyez, on a à peu près le même type de dispositif. Adelos, c'est un encastrement. C'est pas ce qu'on attend, donc prendre nos fragments. Adèle, j'ai trouvé cette vieille photo, j'ai pas réussi à cacher le cycle, vous reconnaissez tous que c'est de l'Institut allemand. Une des rares photos qui montre l'encastrement destiné à la sphinge des Naxiens. Donc en partie encastré et en partie sortant un petit peu du chapiteau. Voilà ce qu'on attend pour les fragments de l'acropole, les fragments de plinthe. Le chapiteau du céramique qui va avec la sphinge, vous voyez une surface lisse, avec deux mortaises dont une n'a peut-être pas servi. Dans l'une d'elles, il y a du plomb autour d'un goujon en bois. Malheureusement, à Cyrène, qui est assez mal publié, c'est dommage, l'auteur White cite deux mortaises, mais elles ne sont pas illustrées. Alors il faut lire ça, et c'est extrêmement compliqué pour savoir où situer les deux mortaises. Donc ce qu'on attend sur l'acropole, c'est quelque chose comme ça. Si on a une mortaise, on attend un lit de pose, on attend une surface, un lit d'attente de travailler de cette manière, avec une mortaise au centre. Je ne prétends pas que ça corresponde, mais il faudrait faire mesurer, pourquoi pas après tout. Un candidat possible. Autre candidat possible, ici, Acre 124, auquel on a associé pendant un moment le sphinge Fauvel. Le scribe Fauvel, corrigez-moi. Ici, ça pourrait éventuellement faire l'affaire parce qu'on a un petit encastrement, mais très léger. La plainte pourrait rentrer dedans. Donc, vous voyez, ne vous attendez pas, tout ça, ce sont des choses assez aporétiques. Hein. Il n'y a rien de bouleversant. Les niquets. 5 ou 6 niquets conservés au musée de l'Acropole. La seule niquée qui a trouvé une place dans un chapiteau, dans une base, c'est la niquée de Callimaque. Acre 694, elle a été attribuée à un acrotère du Vieux Temple parce que réparée. Attribution faite en 1920 et après 480. Schmitt attribue cet acrotère en fonction de ce fragment de tableau peint. En plus, elle n'a pas d'aile, hein. Enfin bon, peu importe. Autre acrotère, autre niquet, Acre 693, parfois aussi interprété comme un acrotère. Et là, il faut sans doute penser aux petits bâtiments de l'Acropole, qui ne sont pas encore publiés. On attend le travail de Nancy Klein. Et je vous dis, de même que les petits bâtiments flottent, de même que toute cette sculpture flotte. On n'a aucune idée où poser ça. Autre acrotère, j'interprète. Autre niquet, Acre 691. On a également des fragments. Un seul fragment, s'il est explicatif, réussit à vous dit que c'est une niquée. Là, on a la plainte, vous voyez, il faut s'imaginer la figure de niquée avant, qui tombe, et ici, c'est l'été drapé qui soutient le corps et les jambes en course. Autre plainte de niquée, c'est du petit format, ça, hein, qui a priori ne s'accorde avec aucune des autres. Pareil, donc c'est la partie qui soutient la figure en mouvement, au-dessus. Très rapidement aussi dans le volume de Schouchrart-Langlotte, Schrader, ont été rassemblés quelques fragments attribués à des acrotères, à des niquets, pardon. Le plus intéressant, c'est celui-ci. Pareil, ce serait une plainte de niquet. Pour le reste, rien n'est sûr. Et là, un fragment d'aile avec un été. Enfin, Acre 159, une figure en mouvement, dont certains également ont fait une victoire.
Des fragments publiés à nouveau en 1939, mais qui n'ont absolument pas retenu l'attention. C'est sur ces fragments que j'aimerais attirer votre attention. Acre 37-32. C'est la plainte d'une niquée. Il faut vous imaginer. Alors, face avant, face arrière. La face avant est un petit peu mieux, plus finement travaillée, alors qu'ici, c'est un peu plus simple. On a une plainte qui fait à peu près 12 cm de haut. Et donc, c'est la plainte d'une niquée. Il faut vous imaginer au-dessus le corps en mouvement de la niquée. Dimension, vous voyez un peu grosso modo. Je les note ici parce que c'est important pour après. Enfin bon, gardez-les à l'esprit si vous pouvez. À ce premier fragment, il faut associer celui-ci. Un morceau magnifique. Ici, vous avez une cuisse. La jambe se plie légèrement au genou. Le drapé qui dégouline ici. Le revers travaille de la même manière. Et ici, on est à l'intérieur, sous le genou, une mortaise dont je ne sais pas si elle est d'origine ou pas. Il faudrait faire plus de recherches. Ici, c'est vraiment un très très beau morceau. On est au-dessus de la cuisse. On voit le drapé qui se fend et qui retombe de part et d'autre de la cuisse, légèrement dévêtue. Il s'agit d'une... Voilà. J'ai essayé de faire une reconstitution, une figure en mouvement, peut-être une niquée. Là, on a 80 cm de hauteur, donc il faut s'imaginer une figure entre 1,20 m, 1,50 m, c'est du grand format. Pour vous préciser, on est à peu près à cet endroit. Ce n'est pas du tout à l'échelle. Autre fragment encore plus intriguant, publié en 1939 également, qui est passé complètement inaperçu, qui doit faire pair avec l'autre. Vous voyez, alors un pan drapé, assez moelleux à l'avant, plus sec à l'arrière. Ici, vous avez la tranche et l'autre tranche, qui a été retaillée ici, donc on comprend mal, pardon, j'ai du mal à interpréter ces retailles. Ici, vous avez la plainte qui était encastrée. Une paire, sans doute. Ici, on reconnaît assez bien. Là, c'est un peu plus difficile. Et puis, des différences de style. Vous voyez, là, c'est un peu plus moelleux. Là, c'est un peu plus sec. Dans son ouvrage, Kissas, c'est un ouvrage que j'admire. Avec rien, il a réussi à restituer des choses incroyables. Je citerai Bernard Holzmann, livre modeste mais important, et puis mon ami Francis. L'aspect modeste et technique de la plupart des fragments ainsi publiés ne doit aucunement laisser penser qu'il ne s'agit que d'un matériel secondaire anecdotique. Donc, Kissas a recherché parmi les diasparta qui étaient sur l'acropole et a rassemblé un certain nombre de blocs, notamment de bases d'acrotères en hymette, qu'il associe à l'architecture H, qui aurait ensuite été remployée pour le vieux temple. Premier fragment. Ce sont des fragments très difficiles à interpréter. Je n'ai pas eu la chance pour l'instant Ils sont sur l'acropole, il faut que je demande l'autorisation pour aller voir. L'acrotère fêtier, un acrotère d'angle, droit selon Kissas. Vous voyez ici, c'est des fragments passionnants parce qu'on est obligé de comprendre avant de les interpréter. Ça, c'est l'avant, ça, c'est l'arrière. Vous remarquez une légère inclinaison qui doit correspondre pour rattraper le niveau du larmier rampant. Alors, ce qui est passionnant, c'est ça. Vous voyez, alors, Kissas a pu montrer que ces mortaises ici correspondent à ce qu'on a sur le larmier du vieux temple. N'oubliez pas que ça, c'est en marbre de Limette, ça, c'est en marbre de Paros. Et cette grande rainure correspond exactement à l'écoulement d'eau qui sort par la bouche. Ici, nous sommes à l'angle gauche. C'est pour vous faire comprendre le dispositif. Base d'acrotère d'angle, c'est de plus en plus abstrait, bon, il faut le croire, mais il faut le voir. Donc ici, avec ce qui reste d'un encastrement pour un acrotère. Donc, oui, bon, là, le vieux temple auquel c'est attribué. Là, nous entrons dans dans le chaos historique de l'acropole. Un ou deux temples.
Bon, enfin bref. Ici, le vieux temple qui est posé sur les fondations d'Orpfeld. La décoration tympanale en marbre de Paros. Et voici donc base d'acrotère d'angle droit. Qui ça repérait deux états. Le premier, je ne sais pas si c'est clair, le premier qui correspondrait au bâtiment H. Et passé du temps, et on a remployé la base d'acrotère pour le vieux temple. Entre nous, tout cela nous donne à penser que c'est plutôt le même temple. Enfin bon, je ferme la parenthèse. C'est là que tout se rejoint. Donc le premier état, attribué par Corrès à l'architecture H, pourrait avoir reçu les acrotères dont j'ai parlé avant, les deux sphinges. Dans ce cas, on pourrait éventuellement penser... Oups, pardon. Comment je vais en arrière? On pourrait penser attribuer ce fragment de patte de félin, vous voyez, qui est piqueté, donc qui pourrait s'encastrer. Pour souvenir, ça c'est le premier acrotère fêtier du temple de l'architecture H. Dans un deuxième état, on observe une cuvette dont les dimensions correspondent à peu près à ce qu'on observe là. Donc, c'est pas grave de répéter. Deuxième état, on recoupe un petit peu le bloc et on le place sur le vieux temple. Oh, je ne sais pas comment... Pardon. Donc voilà, donc moi ce que je propose, je n'ai pas fait l'essai, je vais les vérifier sur l'acropole, donc on pourrait penser que cet acrotère, cette figure en mouvement sans doute uniquée, a été remployée pour le vieux temple. Mais comme toujours sur l'acropole, est-ce que la datation convient? On a le problème de 480, le passage des Perses. Or, le style de ce drapé, vous voyez, fait penser au trône Ludovisi. Ici, vous aurez tous deviné, je suis sûr, les fèves de Mozia. En revanche, ce type de drapé apparaît déjà à Égine. Donc voilà, 500, 480, 470, mais 470, c'est plus possible. Or, la base semble correspondre à l'acrotère. Et je ne me lasse pas de montrer ce dessin qui montre la complexité des restitutions. Est-ce bien raisonnable? Ne vaut-il pas mieux voir un seul et même temple? Heureusement, Manolis Corrès n'est pas là. Merci.